Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'honorer le rendez-vous de la rétrospective de l'information sur Canal 2 International. Les prochaines 52 minutes seront consacrées à la revision des faits marquants de la semaine, notamment dans l'univers du sport, l'univers de la politique, l'économie, la santé et l'actualité à l'international. Nous serons en compagnie de Sambaka. Il est le vice-président de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun. Sambaka, bonjour, bienvenue. Bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Je suis content de vous voir. Merci beaucoup. Alors, comme il est de tradition, nous allons planter le décor de cette émission par un fait de société. Il s'agit de 3 jeunes enfants qui ont perdu la vie il y a quelques jours dans le fleuve Vouri. Les populations sont en émoi. Il faut dire que le village Essengue est un village qui jouxte le fleuve Vouri. Reportage de Stéphane Binac et d'Yvonne Klatiken. Je peux penser toi-même à l'enfant. Laissez-moi me dire mon enfant jusqu'à 9 mois. L'enfant vient chez lui maintenant, l'enfant ne fait même pas 6 mois. 5 mois même, l'enfant ne fait pas. L'enfant meurt. Ils étaient encore sur les eaux dimanche à la mi-journée. Ibrahim, Ransom et Baba, nul n'aurait imaginé que ce serait leur dernière apparition. Les enfants sont quittés du côté du quartier Bamois. Ils sont venus s'amuser au bord. En s'amusant au bord, aux enfants de 14 h quelque chose, mon fils Emmaël, le filet a trouvé les enfants, il les dit comme allez-y, qu'est-ce que vous faites là? Ils disent que non, ils ont quelque chose qu'ils veulent chercher, comme les enfants cherchent souvent le bois. Ils sont plongés, la marée était la marée descendante. Donc quand la marée descendait, les enfants sont aussi infiltrés. La marée en descendant, ils ont suivi la marée jusqu'à tomber dans le courant d'eau et ça les a emportés. Sont-ils venus jouer comme de coutume, collecter du bois ou tout simplement s'amuser à rechercher du poisson? La réponse semble difficile à cerner, tant la réalité est dure à avaler. Les eaux du Vouri ont emporté 3 enfants, 3 petits garçons de 8 à 10 ans qui plongent leur famille et le quartier Essengue dans la douleur. Les enfants ont pour habitude d'aller jouer sur un banc de sable qui apparaît quand la marée baisse. Ils partent d'ici, ils longent le long de la mangrove tout le long, jusqu'au niveau du banc de sable. Ils vont jouer sur ce banc de sable. Mais comme tu ne maîtrises pas le mouvement de la marée quand elle revient, elle forme plutôt une boucle. Donc elle vient dans les 2 extrémités. Elle laisse le milieu où le banc de sable se trouve. C'est quand elle arrive à terre qu'elle forme la boucle, ce qui fait que les enfants se retrouvent pris dans un piège en principe. Les enfants ont disparu, emportés par les eaux, laissant leur famille sans voix. Toute la nuit, il y a eu des fouilles sans suite. Et ce matin, dès 9 h, les recherches se sont poursuivies. 1 heure seulement après les fouilles, les plongeurs du Corps national des sapeurs-pompiers arrivent sur les berges du Vouri avec les corps des 3 enfants. 3 enfants, 3 familles durement éprouvées. Le papa du jeune Ibrahim Moné trouve difficilement les mots pour évoquer la dernière image de son unique fils de 9 ans qui s'amusait encore ici, dans les pirogues de fortune, avant de continuer à plus de 500 mètres. La marée, en ce moment, était basse. Émotion et consternation, ce matin, au quartier Essengue, qui pleurait encore il y a quelques jours, la disparition par noyade d'un adolescent de 17 ans. Les familles sont inconsolables. La réalité est dure à avaler, et le chef du quartier ne peut que se montrer ferme envers les parents. Ces enfants, n'est-ce pas, ont les parents, n'est-ce pas, et ces parents doivent veiller à leur sortie et entrée de tous les jours. Alors, le drame c'est qu'ici à Essengue, il y a des enfants à moins de 10 ans qui font souvent, comme on appelle, le taclage ici au bord de l'eau, n'est-ce pas, pour demander du poisson et revendre bien après. À moins de coûts, les 100 francs, 200 francs, n'est-ce pas, tout ça, c'est pour chercher leur pain quotidien. Mais je demande ceci, où sont les parents? L'eau tue, l'eau n'a pas d'amis. C'est le 1e décès de Sud Noyade au quartier Essengue. L'occasion de rappeler aux parents le danger encouru par les enfants qui se plaisent à jouer dans les eaux. Une occasion aussi d'appeler les pouvoirs publics d'envisager la possibilité de sécuriser cette localité où résident un peu plus de 10 000 âmes.
images insoutenables. Il est de notoriété que Essengue, c'est une zone à risque et fortement accidentogène au regard de la proximité avec la mer. Quand vous regardez ces images du président Sambaka, quelle suggestion pour que de pareils drames ne se reproduisent plus? Oui, je dois dire que c'est triste, ça fait très mal, c'est pas la première fois. Ce sont des enfants qui sont dans des quartiers qui sont au bord de l'eau, ce qui suppose une vieille tradition de nageurs et autres. Mais comme le disait, et ce que je dois relever, c'est que votre reporter a fait un travail formidable parce que tout est dit là, les explications. Parce que vous savez, on a l'habitude d'accuser à gauche, à droite, mais il y a ce qui est scientifique, la boucle, on a appris pas mal de choses et je crois que tout le monde peut se faire une idée de ce qui s'est passé. C'est un vrai drame, un vrai drame. La responsabilité des parents y est. Mais vous savez, aujourd'hui, les parents, ils sont confrontés aussi à leurs propres problèmes de survie. Les enfants, eux, doivent se débrouiller. Nous vivons donc dans un contexte où vraiment chacun essaye de s'en sortir. Et les conséquences dramatiques comme celle-là ne vont pas s'arrêter tant que la société ne sera pas organisée. Alors, nous allons évoluer dans cette émission, mais cette fois-ci en politique. Le député et les députés SDF absents de l'hémicycle depuis le 14 novembre dernier, alors que se tient la session consacrée au vote du budget. Ils ont fait irruption au sein du Parlement, prenant le prétoire en sandwich, on va le dire ainsi. Ils ont scandé des chansons hostiles au gouvernement. Ils s'offusquent de ce que la crise anglophone n'a pas été traitée efficacement par le gouvernement, notamment par le Parlement camerounais. Reportage. 10h45, le président de l'Assemblée nationale ouvre les travaux. Ce jeudi, la session porte sur l'important examen du projet de loi de règlement. La commission des finances a la parole et c'est son rapporteur, Nkouan-Luc, qui déroule. Jusque-là, pas de problème. Quand vient alors le moment d'ouvrir la discussion générale, Joseph Mbandam monte à la chaire. Le député SDF s'exprime pendant une dizaine de minutes et c'est là que tente de le stopper Kava Yege Djibril. La tension monte d'un cran. Les autres députés SDF rejoignent leurs collègues de parti pour entonner un chant. La revendication, la voici. Si le RDPC a fui l'hémicycle, c'est de leur problème. Parce que nous avons posé le problème fondamental, que depuis un an, nous siégeons ici, on ne dit rien concernant la crise anglophone. Le Parlement, en sa chambre basse, suspend ses travaux après 1h30 d'attente. Nous osons croire que ce acte est simplement une interpellation et qu'ils vont revenir à des meilleurs sentiments pour qu'ensemble nous puissions remplir convenablement ce qui est important pour nos populations dans le cadre de cette session. Le ministre des Finances, Alamine Ousmane May, le ministre par intérim chargé des relations avec les assemblées, Grégoire Owona, assiste au débrayage, impuissant ou presque. Les députés RDPC, eux, avaient déjà quitté l'hémicycle. En dehors de pouvoir mettre le débat à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale, le règlement intérieur de l'Assemblée lui permet de pouvoir constituer une commission d'enquête parlementaire. Nouvelle version donc des députés SDF dans leur façon de contester et même de protester. Alors, ce sont vos confrères de l'opposition, président Sambaka. Vous comprenez cette exaspération? Oui, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est comment est fait l'État. Comment les séparations de pouvoirs. D'accord. Il faut savoir qu'il y a l'exécutif qui est là, il y a le législatif. Il faut savoir que les Camerounais ont voté le président de la République et les députés. Tout à fait. C'est ce qu'on sait, c'est ce que la loi prévoit. Donc les députés sont des représentants du peuple. Et je dois vous dire que
la majorité des Camerounais veulent qu'on débatte du problème sud-ouest-nord-ouest. On a l'impression que l'exécutif gère seul un problème qui concerne tout le monde. Alors, à ce niveau, nous avons les mêmes objectifs. Ça veut dire nous devons parler. Oui. Et maintenant, si on prend l'État camerounais, avec la séparation des pouvoirs, l'exécutif peut faire son travail, mais on ne peut pas empêcher aux parlementaires de faire le leur. C'est-à-dire de parler de la crise dans le sud-ouest et dans le nord-ouest. Donc on peut aller même jusqu'aux commissions parlementaires pour enquêter. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, les méthodes peuvent diverger, mais les objectifs sont les mêmes, c'est-à-dire on doit parler de la crise anglophone. D'accord. Mais quand vous parlez de séparation des pouvoirs, à la pratique, avez-vous le sentiment qu'il y ait véritablement un divorce entre guillemets entre les différents pouvoirs? On a l'impression qu'il y a une inféodation à tous les niveaux. Oui, tout simplement parce que... on confond Parlement et exécutif. Le Parlement camerounais, aidé par sa majorité du parti au pouvoir, n'a jamais su se démarquer comme une entité sur laquelle on compte pour pouvoir légiférer, pour pouvoir organiser l'État, pour pouvoir assumer les responsabilités que le peuple a données. On se trouve donc en face d'une opposition qui ne fait pas la majorité. Donc elle ne peut que réclamer. Et elle n'est pas entendue. Parce que pour ce que le SDF est en train de manifester, nous on a fait cette demande depuis 2016 au niveau de l'UDC. Mais rien n'a toujours été inscrit à l'ordre du jour. Même pas, comme disait notre porte-parole, les commissions d'enquête parlementaire devraient être organisées. Mais rien n'est fait. Donc c'est tout à fait normal qu'on constate qu'il y a un dysfonctionnement, que les choses ne marchent pas. Maintenant, le SDF a choisi sa méthode. C'est sa méthode. Si ça peut nous faire avancer, c'est tant mieux. Mais cette demande est une demande nationale, c'est une demande de tout le monde. Il n'y a que l'exécutif a encore prépondérance sur le législatif et le législatif n'arrive pas donc à s'affirmer, à se démarquer. Mais tout cela, c'est à cause de l'obésité que le RDPC a à l'Assemblée nationale. On ne peut pas être surpris. Ils estiment que le gouvernement, qui est fortement représenté au sein du Parlement camerounais, a déjà fait des grandes choses sur le terrain. Non, ils font que répéter ce que l'exécutif dit. Ils n'ont pas une personnalité propre. Vous savez, la loi fondamentale peut nous parler de séparation de pouvoir, mais il faut qu'on puisse traduire ça dans les faits. Et ce qu'on constate, c'est que l'Assemblée nationale attend que l'exécutif lui dise ce qu'il doit faire. Ne peut rien dire en dehors de ce que l'exécutif a déjà dit. Et il y a des députés qui ont envie de se déterminer, de jouer leur rôle, assumer leur rôle, celle que les populations leur ont donné au même titre qu'ils ont donné au président de la République. Donc ils doivent jouer leur rôle. Malheureusement, il y a un blocage. Et c'est ce blocage qui fait en sorte que, d'exaspération en exaspération, les voix divergent dans les méthodes d'action, mais dans les objectifs, c'est la même chose. Ok, puisque vous parlez de la crise anglophone qui n'est pas efficacement débattue au Parlement camerounais, ça fait 1 an de 21 novembre dernier, ça faisait 1 an que la crise anglophone a quitté les starting blocks. Ça a commencé par les revendications des enseignants. Si nos souvenirs sont bons, d'ailleurs, on le lit dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression, rendue 1 an après, l'appréciation quelle appréciation portez-vous justement sur les avancées en matière de négociation et en matière de résolution du problème en ce qui concerne les enseignants, les avocats, puisqu'il y a une mutation après, on parle davantage de revendications politiques. Si nous restons sur le versant éducation. Ce que je dois dire, c'est que il est difficile de dissocier ces choses. Parce qu'en réalité, quand on est parti des revendications qu'après on a estimé légitimes, après avoir maté les personnes, on a vu dans les universités, on a vu des avocats, on a vu comment ils ont été matés, pour dire après qu'ils avaient raison et qu'on allait tenir compte de leurs revendications. La première question qu'on doit se poser, c'est que quand on est dans son droit,
on doit aller se livrer à la bastonnade pour demain avoir ses prérogatives? C'est la question fondamentale. Il faut savoir si, quand on pose un problème, on est écouté. Et on a l'impression qu'on n'est pas écouté. Il faut qu'on arrive à un certain stade pour qu'on commence à se poser des questions. Et le réflexe de l'État aujourd'hui, c'est la force. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème qui est évoqué, on envoie les forces de l'ordre. Or, les forces de l'ordre ne sont pas faites pour ça. Les forces de l'ordre sont là pour nous protéger tous les citoyens. Donc aujourd'hui, on les a transformés en forces de répression. Voilà, et ça pose un certain nombre de problèmes. Donc quand on sort de là, et on se rend compte que dans le monde entier, nous n'allons rien inventer au Cameroun. Quand on fait des revendications et que l'État qui est chargé de tout le monde ne tient pas compte de ces revendications et a une réponse répressive, on change de méthode. Et quand on change de méthode, on arrive donc à ce qu'on appelle on appelle cela la résistance passive. La résistance passive, c'est de rester à la maison, de ne plus rien faire, parce que si on va en route, il y a les forces de l'ordre qui vont nous tomber dessus. Donc cette résistance passive donne la possibilité à ceux qui dirigent de résoudre le problème. Mieux vaut tard que jamais, semble. Et si le problème n'est pas résolu? On a quand même vu le déploiement des membres du gouvernement dans la partie... Non, ils sont allés, vous savez, hein, ce qui est sûr, c'est qu'au Cameroun, nous vivons un centralisme excessif. Le Premier ministre n'a pas de pouvoir, c'est connu. Ce n'est pas l'Assemblée nationale qui vote son Premier ministre. On n'a pas un régime semi-présidentiel ou un régime parlementaire. Donc, c'est le chef de l'État qui est le seul élu de la nation. Il peut envoyer des gens pour que ces gens lui apportent des rapports. Mais ces gens ne représentent rien. Au contraire des députés qui, eux, ont été élus et qui peuvent aller sur le terrain, faire leur commission d'enquête ou bien débattre du problème qui se pose. Donc, pour terminer, je voulais vous dire que dans le monde entier, ça s'est toujours passé comme ça. Quand on choisit le pourrissement, on se dit ils vont lâcher. Le gouvernement se dit le pourrissement, ils vont lâcher. Les autres sont dans la résistance passive. Quand ça déborde, quand ça commence à mettre long, on entre dans la résistance active. Et là, quand on n'a pas les armes, on utilise des armes blanches. Et quand le jour où on a les armes, ça devient la guerre civile. C'est le schéma classique. C'est la raison pour laquelle nous avons évoqué ce problème de la tripartite la semaine dernière et hier encore à Douala, parce que les solutions doivent être trouvées, les solutions pacifiques. Les gens font comme si chacun fait de son côté, comme s'il pouvait trouver des solutions autres qu'une table ronde. Non, on ne va pas à la guerre civile pour se mettre à la table ronde. On peut économiser cela et se mettre directement au travail pour qu'on pacifie, parce que d'autant plus que ce qu'on revendique, c'est le bien-être des populations. Ce que nos gouvernants ont à faire, c'est de travailler pour le bien-être des populations. C'est l'occasion justement de vous demander, puisque nous avons l'opportunité de vous avoir sur ce plateau, que propose concrètement l'UDC pour une sortie de crise définitive en ce qui concerne le problème anglophone au Cameroun? Vous avez parlé lors de la tripartite. Oui, si on a Vous avez 26 ans que vous en parliez déjà en 91. Effectivement, ce qui s'est passé à la tripartite, ça fait 26 ans. Mais quand on reprend ça aujourd'hui, on se rend compte qu'on est dans la même situation. On est dans une situation où il faut sortir de crise. Or, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que il y a 26 ans, on avait au moins 7 régions qui étaient paralysées. Les gens en avaient marre. On était déjà à 7 mois de ville morte. Et ça ne disait rien au gouvernement. Jusqu'au moment où ça a paralysé tout le monde. Et même les fonctionnaires, à cette époque, on leur disait, vous n'avez pas le droit d'être solidaire du peuple. Sinon, on vous coupe votre salaire. Parce que le problème le plus grave, c'est ça. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un problème, on dit, on vous coupe votre salaire. C'est un chantage qui marche au Cameroun. Donc l'État camerounais a cette mauvaise manie de ne pas reconnaître que c'est le droit de chacun de travailler et c'est son droit à lui de trouver du travail à tous les Camerounais, de créer des conditions pour que tous les Camerounais travaillent. Et c'est leur droit d'avoir un salaire, c'est leur droit de vivre. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on doit enseigner à l'ENAM. Parce que ce sont les fonctionnaires qui nous dirigent. Ils sont très intelligents parce que n'entre pas n'importe qui à l'ENAM. Mais seulement si l'orientation scolaire ne les fait pas savoir qu'ils sont pour une administration de développement et qu'ils doivent encadrer les populations, encadrer les hommes d'affaires, encadrer tout le monde, alors à ce moment-là,
facilement, ils basculent vers la colonisation. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils ont remplacé les colons et à ce titre, ils doivent se comporter comme ça en mettant de côté Tanga Sud, Tanga Nord, en pensant que les populations, c'est leurs adversaires. Non, ils sont là pour ça. C'est même un sacerdoce que de travailler dans l'administration et de se vouer au travail. Donc ça manque énormément au Cameroun. Le dialogue manque énormément au Cameroun. On ne dialogue pas, on ne s'écoute pas. Vous voyez, la tripartite aujourd'hui, quand vous sortez les résolutions de la tripartite... Et que pensez-vous justement du déploiement des émissaires du gouvernement qui sont allés dialoguer dans le sud-ouest et dans le nord-ouest? Ils sont allés dialoguer pour le compte de celui qui les a envoyés. Ce n'était pas pour pacifier, c'était pour aller recueillir les desiderata. Et ils vont faire des rapports, je suppose, au président de la République qui, lui, prendra des décisions à partir de ces rapports. S'ils sont vrais ou ils sont tronqués, ça sera encore un autre débat. C'est quand même de mauvaise foi de reconnaître que rien n'a été fait jusqu'ici en matière de la résolution de la crise anglophone. Je ne pense pas que on peut parler de rien n'a été fait. Mais ce qui a été fait n'est pas suffisant. Ce qui a été fait est unilatéral. On ne peut pas résoudre un pourrissement de plus d'un demi-siècle. Ce qui a été fait est unilatéral. Or, nous sommes dans le schéma d'un dialogue. Parce que nous devons dialoguer. Nous ne devons pas subir. D'un côté, il y a ceux qui acceptent de laisser tomber une goutte et ils vous disent on a résolu votre problème. Non, dialoguons. Il est question de dialoguer. Il est question même de trouver... À la tripartite, c'était le consensus. On ne peut pas venir à une table ronde avec les mêmes idées, ce n'est pas possible. Mais on doit se faire des concessions. Et c'est autour d'une table que les Camerounais vont apprendre à s'aimer, à se supporter, à s'accepter et utiliser le consensus comme mode d'adoption de la vie, de leur vivre ensemble. Le vivre ensemble ne commence pas par la présidente de la République ou par le Premier ministre. Le vivre ensemble, c'est localement, c'est-à-dire dans nos communes, dans nos régions. C'est là-bas qu'on implémente le vivre ensemble. Donc, le problème qui se pose à ce niveau, et c'est là où l'UDC a voulu attirer l'attention et pense que c'est un schéma de sortie de crise qui sera salutaire, c'est que nous devons d'abord nous accepter, d'accepter nos différences, voir où est-ce que nous pouvons converger, quelles sont les solutions consensuelles que nous pouvons trouver pour sortir notre pays de là. Et si nous le faisons autour d'une table, ce qui sortira de là va être quelque chose qui va être imposable à tous et on va le respecter. Le problème anglophone, on l'a traité à la tripartite. D'accord. Mais personne ne veut en parler. Et à la tripartite, vous avez également parlé de la décentralisation, qui est un idéal de développement. Rendu à 3 jours ou à 4 jours de la sortie de René Emmanuel Sadi, le MINAT du Cameroun, il faisait remarquer que entre 2010 et 2015, 588 milliards de francs CFA ont été transférés aux communautés territoriales décentralisées. En faisant rapidement les comptes, ça nous fait 0,3% et ça semble être insatisfaisant pour bon nombre des leaders de l'opposition au Cameroun. C'est le cas également en UDC? Je ne pense pas que ça semble insatisfaisant, mais ça montre à quel niveau ce gouvernement ne veut pas appliquer la décentralisation. C'est tout simplement cela. Quand vous parlez de 0,3%. Par rapport à 20 millions, 20 000 milliards. Tout à fait. De francs CFA mobilisés pendant le même intervalle. Le budget, n'est-ce pas? Et que vous vous rendez compte que les pays qui pratiquent la décentralisation, ceux qui sont en retard sont à 10%. Ceux qui avancent sont à 30%. Le Burkina Faso est à 18%. Voilà, ceux qui avancent sont à 30%. Donc quand le gouvernement cumule sur 5 ans, et qu'on fasse le calcul simple, on se retrouve à 0,3%, il ne s'agit plus de décentralisation. Ce n'est plus la décentralisation parce que on a un budget national et sur ce budget national, on doit avoir un pourcentage qui va aux régions parce que les régions doivent avoir une certaine autonomie, doivent pouvoir se développer, doivent s'occuper de l'éducation, doivent s'occuper de la santé, doivent s'occuper du développement même. Oui. Alors, c'est la raison pour laquelle, je vous dis, il y a 4 ans, j'avais commis une lettre au président de la République lui demandant, puisque la décentralisation est freinée par vos ministres, pourquoi leur donner 1000 milliards pour ajouter dans le budget? Il suffisait de donner 1 milliard de francs à chaque commune pendant 3 ans
et leur imposer un plan de développement. Ce plan de développement même existe déjà. Si vous allez dans les communes, vous vous renseignez. Il y a des plans de développement, mais il n'y a pas le financement. Alors si on finance le plan de développement, chaque commune a 1 milliard, peu importe sa taille, mais comme c'est une commune, il a 1 milliard par an pendant 3 ans. Le développement va se faire sur tout le Cameroun. Il faut également noter que le transfert de compétences est contrôlé par les représentants de l'État, que sont les préfets, ce qui rend encore davantage incohérent cette politique dite de transfert de compétences. On a entendu beaucoup de maires s'en offusquer. L'émission, on va en parler davantage dans d'autres... Mais je voulais dire un petit mot. D'accord, je vous le conseille. Bon, je voulais tout simplement dire qu'il n'y a pas de décentralisation sans le contrôle de l'État central. Le gouverneur, le préfet, les sous-préfets, ils ne disparaissent pas, ils sont là. Mais seulement ils contrôlent a posteriori. C'est-à-dire que quand il y a faute, le tribunal administratif est saisi par ces gens. Mais les fonctionnaires qui sont dans la déconcentration sont reversés, n'est-ce pas, aux communes et aux régions. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait double emploi. Il ne faut donc pas dire que les maires n'ont pas le personnel qualifié pour travailler 20 ans après, alors que les universités sortent des gens tout le temps et que le CFAM est là. En 20 ans, on aurait pu former je ne sais pas combien de gens. C'est compris. Il y a des employés de la mairie qui devraient être les éléments du CFAM, les élèves du CFAM qui sont en chômage, on connaît plusieurs. Énormément. Nous allons évoluer dans cette émission en parlant de l'esclavage des Noirs vendus en Libye. Eh bien, le réseau de vente aux enchères des migrants clandestins est vendu... Non, je reprends cette partie. D'accord. Esclavage des Noirs en Libye, un réseau de vente aux enchères des migrants clandestins venus de l'Afrique subsaharienne a été découvert dans la ville de Tripoli. Il faut dire que l'alerte a été donnée par un reportage réalisé par une consoeur de CNN et depuis lors, les États facilitent le retour de leurs concitoyens en famille. C'est un reportage d'Arnaud Gueffak. Comptez en nombre 250 têtes crépues, toutes camerounaises. Situation actuelle, rapatriée. Là, c'est la fin d'une aventure vers l'Europe, tournée au vinaigre en Libye. La Libye qu'ils appellent tous leur enfer terrestre. C'est vraiment la pire enfer du monde. En Libye, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de droits de l'homme en Libye. On viole les femmes, on viole les hommes, on viole les enfants, on séquestre, on tue. Le noir est considéré là-bas comme une marchandise. Il est vendu comme une poule. Quand tu entres d'ailleurs en Libye, la seule moyen de sortir en Libye, c'est la mer Méditerranée ou la mort. Eux sortis en avion par vol spécial, premiers bénéficiaires camerounais de la réaction des gouvernements face aux cris émis il y a quelque temps, déplorant cette traite en Libye. Le rapatriement, c'est donc leur miracle, leur délivrance. Ce retour au pays, pour moi, c'est comme une libération. J'ai 21 ans d'aventure. Ça fait 15 ans que je n'ai pas vécu au Cameroun. Je remercie le bon Dieu, l'OIM, la communauté camerounaise, les dirigeants et tout, pour notre rapatriement aujourd'hui. Honnêtement, devant Dieu et devant les hommes, ne prenez plus la route de la Libye. Environ 3000 Camerounais, nous dit-on, sont encore détenus en Libye. Des milliers d'autres déjà péris en mer ou tués. Je suis entré en Libye avec 10 personnes, plus sur moi ça fait 11. Ce sont mes amis qui ont quitté de l'Algérie pour entrer en Libye. Tous les 10 sont morts, je suis le seul survivant. Pour ceux qui restent en Libye, le quotidien se partage entre travaux forcés, viols et maltraitance de toutes sortes après kidnapping. Quand il marche là, il peut être kidnappé à tout moment, peut être vendu à 300 dinars, qui est l'équivalent de 30 000 francs CFA. Je me suis fait kidnapper au moins 7 fois. Et on m'a demandé des rançons que la famille a pu payer. Donc présentement, sans vous mentir que à la famille, je ne sais pas, depuis que je suis arrivé, je ne sais pas quoi payer la famille. Je ne sais même pas ce qu'elle allait dire. Mirabel, qui vient d'appeler sa famille, est tombée en sanglots au bout du fil. J'ai appelé maman m'a dit que pourquoi je suis en train de rentrer. Elle dit qu'elle est déçue au quartier. Elle est déçue comment? C'est pas moi qui a voulu rentrer. Il n'a pas voulu rentrer.
Je vais aller chercher l'avenir de mes enfants, même pour son avenir, pour qu'elle ne souffre pas. Triste, difficile question de réinsertion donc. Parmi ces migrants, il y en a devenus plus ventreux qui rentrent avec ces trophées à la zangle. Cette traversée à risque, il la connaît. Il est passé par tous les pays du Maghreb pour tenter de joindre son Eldorado, l'Europe. Après de nombreux échecs dans ses tentatives, Kamkumo revient sur le long itinéraire qui devait l'y conduire. J'ai eu l'itinéraire par un ami depuis là-bas. Il m'a envoyé chez quelqu'un, j'ai acheté l'itinéraire. Une fois que j'ai acheté l'itinéraire, j'ai pris Douala, Komba. Komba, Manfé, Ekop, Ikom, Jos Plateau, Kano, Maradi, Zender, Alit, Tamarasset qui est déjà la première ville algérienne. Un parcours jonché de difficultés, violences affligées par les contrôleurs routiers. Mais la plus extrême des violences, celle qu'il a vue lors d'une tentative de pénétrer l'Espagne, l'a poussé à se rétracter. Ma toute première fois, quand je suis allé à Nador, nous sommes arrivés au point de frappe, mais les policiers marocains ont commencé à ouvrir le cerveau des gens avec le Saint-Juin. Il y a beaucoup de mes amis que le cerveau est ouvert au jeu à cause du Saint-Juin. Moi, étant nouveau, la chair de poule m'a pris. Son histoire est similaire à celle de Tanko. Aujourd'hui agent immobilier, cet amateur de Paris regrette ce gage risqué qu'il a fait à la quête de lendemains meilleurs. Je suis allé à l'école, j'ai obtenu mes diplômes, mais malheureusement, à la fin de mon parcours que j'avais prévu pour moi, j'ai pas pu m'insérer dans le milieu socio-professionnel, la raison pour laquelle j'ai décidé d'immigrer vers l'étranger. C'est à Sao Tomé et Principe qu'il s'est arrêté avant de décider de rentrer au Cameroun. La principale raison pour laquelle j'ai choisi de rentrer, c'était tout simplement parce que j'avais un problème de logement, d'un, et de deux, la ville dans laquelle on se trouvait. C'était une ville qui était très insécurisée. La famille Ewane a connu par un de ses fils le drame de l'aventure. Bien qu'il soit à l'étranger aujourd'hui, sa famille et lui ont vécu un calvaire, comme le raconte son frère aîné. Il a rencontré trop de difficultés en route. Il a même failli se faire sodomiser par certains pasteurs. Et nous, la famille, nous avons fait même des jeûnes, des prières le long des nuits et des journées pour que Dieu puisse veiller sur lui. Chaque année, ils sont des centaines de jeunes Camerounais qui s'essaient à cette voie tortueuse et risquée, où souvent leurs vies sont prises ou vendues simplement aux plus offrants. Ok, Président Sambaka, je vous donne l'occasion de vous adresser à 3 groupes de personnes, à savoir les candidats à l'immigration, les dirigeants africains et les tortionnaires des Noirs tapis en Libye. Oui, c'est très triste ce reportage que nous venons de vivre. Et je dois dire que pour ces jeunes qui s'en vont, on peut les comprendre. On peut les comprendre parce que la plupart de ces jeunes ont été à l'école. Ils ont pensé qu'à la fin de leur cursus, ils pourraient intégrer la vie active. Ça n'a pas été possible, mais ce qui est ici est peut-être tolérable par rapport à ce qu'ils traversent. D'où la nécessité de se battre ici pour devenir des vrais citoyens. Parce qu'en réalité, le problème fondamental est que nous nous retrouvons dans cette situation parce que les gens n'ont pas pris conscience qu'il faut être de bons citoyens, c'est-à-dire ceux qui choisissent leurs dirigeants. Si leurs dirigeants ne travaillent pas pour eux, alors ils doivent les sanctionner. Nous voyons donc aujourd'hui pourquoi est-ce que certains pays ont adopté la décentralisation, parce que c'est une organisation locale, une gestion locale qui se fait. Tout ne peut pas être fait à partir d'un pouvoir central.
Les enfants qui sont partis, ils s'en vont, ils sont vendus, et vous êtes vendus et vous allez travailler dans des plantations. Alors que vous pouvez avoir vos plantations à vous, à partir de votre commune, qui va mettre à disposition des terres, va vous organiser, vous allez produire, vous allez vendre à l'extérieur. Donc c'est un problème d'organisation. Les dirigeants africains, c'est eux qui nous ont mis dans ces problèmes. Il y a des pays très pauvres en Afrique, on peut comprendre. Le Cameroun devait être la destination des autres Africains. Oui, parce que le Cameroun est immensément riche, humainement. Nous avons énormément de potentiel qu'il faut mettre en valeur. Mais nous ne l'avons pas fait aujourd'hui parce que jusqu'à présent, on ne veut pas mettre à la disposition on ne veut pas un peuple qui est acteur, partie prenante dans le développement de son pays. Tous ces enfants n'iraient pas ailleurs. Aux tortionnaires des Noirs, on doit dire que vous n'êtes peut-être pas différents parce que vous avez les mêmes objectifs, c'est-à-dire mépriser vos semblables, mais en réalité, ce que vous faites, les tortionnaires, aujourd'hui a été mis à la face du monde. Et je pense que les réactions qu'on est en train de suivre partout dans le monde vont faire en sorte que tout ça s'arrête. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Il ne faut pas qu'on continue à suspecter que les Occidentaux veulent continuer à nous rendre les plus faibles du monde, les gens qui sont incapables de s'organiser, parce qu'il y a des vents qui disent que la Libye est financée, parce que, ma foi, ces gens qui bloquent l'immigration ont des financements. Alors, maintenant, ils ont des financements parce qu'ils bloquent l'immigration, ils ont des financements, ils ont de l'argent parce qu'ils vendent des esclaves. Tout cela doit s'arrêter. Et je pense que le développement de nos pays va permettre. L'Afrique est la destination la plus riche dans le monde, la terre d'Afrique. Pourquoi est-ce que c'est en Afrique qu'on doit pouvoir souffrir? Il faut interroger la qualité des hommes. Voilà. À l'époque où la France et ses alliés bombardaient la Libye au nom de la libération de ce pays, du dictateur entre guillemets Muammar Kadhafi, de regretter mémoire, ce dernier attirait leur attention sur ce que si la Libye, qui constitue le mur entre l'Occident et l'Afrique, tombe, eh bien, vous verrez pleuvoir sur vos terres la misère de l'Afrique. Aujourd'hui, les événements donnent raison à Muammar Kadhafi. Mais tout à fait, parce que Muammar Kadhafi ne s'est pas arrêté à cela. Sa pensée profonde, c'était le développement de l'Afrique. Ce n'était pas le développement de la Libye tout court. Les moyens qu'il avait lui permettaient de mettre à la disposition de l'Afrique des moyens de développement. Bon, maintenant, entre développer l'Afrique et avoir une Afrique démocratique, il fallait choisir. Malheureusement, ce n'est pas les Africains qui ont choisi. Et ça nous pose un problème. Les retombées avec Boko Haram et autres viennent du fait que Muammar Kadhafi a été assassiné. Il n'existe plus. Et la Libye est devenue un État difficilement gouvernable au regard de la Il n'est pratiquement pas gouvernable. Et ça, je pense que c'était l'objectif qu'il fallait atteindre pour ralentir l'Afrique. Parce que l'Afrique était en train de se mettre sur ses strapontins pour pouvoir se lancer dans une rame de développement. Mais je pense qu'avec le départ de Kadhafi, beaucoup de choses ont stagné, sont arrêtées. Et maintenant, on est dans un cycle. Il faut que ce cycle-là permette d'abord la prise de conscience des peuples africains, des Africains qui sont partis partout là, que c'est ici que le développement va se faire et que demain, nos enfants vont accueillir plutôt des étrangers. Un artiste a dit, ça se passe ici. Nous allons poursuivre en économie de cette émission. Vous allez parler de la rame de développement de l'Afrique. Nous allons parler du développement du Cameroun avec le GECAC, les journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun en Chine qui se préparent et qui démarreront dès le 1er décembre prochain jusqu'au 5 décembre à Beijing, la capitale chinoise. Le comité d'organisation est à pied d'œuvre à travers les régions du Cameroun. Il y a quelques jours, le comité d'organisation que conduit le commissaire Jean-Marie Abouganena était à Bafoussam à l'effet de sensibiliser les hommes d'affaires camerounais appuyés dans cette partie du pays pour leur présenter les avantages et les atouts de coopérer avec les opérateurs économiques chinois. Un reportage. Lors de l'une de ses adresses à la nation en 2012, le président de la République a invité ses compatriotes à s'inspirer du modèle économique asiatique, qui séduit
le monde par ses prouesses et performances. En réponse, l'État, le mouvement patronal des entreprises du Cameroun, soucieux de s'approprier cette recommandation, projette d'organiser les journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun en Chine. Son commissaire général était face aux opérateurs économiques et porteurs de projets de la région de l'Ouest. L'objectif de sensibilisation, c'est de mobiliser tous les opérateurs économiques de la région de l'Ouest à participer aux journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun en Chine, qui doivent se tenir du 1er au 5 décembre. Parce que, comme vous savez, la Chine est la première économie mondiale. Elle regorge à la fois de la technique, de l'expertise, le savoir-faire, mais aussi les financements. Il est donc question pour le Cameroun de se mettre en valeur en Chine, de présenter aux Chinois nos potentialités et de les inviter à investir dans notre pays, à venir créer des industries avec nous et produire davantage, transformer ce que nous avons. Si vous voyez derrière moi, les acteurs du secteur agricole, même s'il y a d'autres industriels dans le secteur de l'importation, mais nous savons que le Cameroun est essentiellement agricole. Il est question pour nous d'aller en Chine, n'est-ce pas, à la recherche des partenaires qui vont nous aider à produire davantage, transformer pour commercialiser dans toute la région Afrique centrale, mais y compris exporter vers l'Europe et pourquoi pas vers la Chine. Voilà pourquoi nous sommes venus à l'Ouest pour organiser cette rencontre. Au cours des travaux, échange, présentation. Je suis le PCA Sokoprik Koutaba. C'est une coopérative qui fait dans la production du riz, la transformation et la commercialisation. Et ce que j'ai retenu pour cette assise, il y a d'abord les informations pour pouvoir descendre en Chine pour la journée économique et faire les échanges avec les Chinois qui sont avancés dans le développement. C'est ce que j'ai retenu pour cette assise. Une opportunité d'affaires en Chine, offre riche et diversifiée. Alors, c'est 2500 patrons chinois qui attendent au moins 1000 opérateurs économiques camerounais, tous secteurs confondus. Il faut signaler qu'il y a moins de 50 ans, la Chine était au même niveau de développement que le Cameroun. C'est un voyage d'affaires et une belle initiative. Ben, c'est une initiative nouvelle. Vous savez, nos rapports avec la Chine n'ont pas été de cet ordre-là. Vous vous rappelez les 500 000 ordinateurs qu'on fabrique en Chine et puis qu'on nous balance ici. Donc, en réalité, c'est une nouvelle approche. Je crois qu'elle est salutaire. Je prie Dieu pour qu'elle porte. Parce que le transfert des technologies et tout cela y est compris. C'est une nouvelle façon, c'est un nouveau partenariat qui va être développé avec la Chine, qui est loin de ce que nous avons vécu jusqu'aujourd'hui. Oui. Parce que les produits manufacturés et autres qu'on a déversés ici, nous, on est obligé d'acheter. Mais là, je pense que c'est des gens qui ont envie d'avoir une autre façon de travailler avec la Chine, et c'est ça qui peut être bénéfique, parce que c'est ça qui peut nous permettre d'avoir une main-d'œuvre et autres, c'est ça qui peut nous permettre d'exporter, c'est ça qui peut nous permettre d'attaquer, n'est-ce pas, le vaste marché qui est à côté de nous, qui est le Nigeria. Ça, c'est une bonne initiative. Maintenant, espérons qu'ils seront suffisamment convaincants pour arracher, n'est-ce pas, des partenariats concrets avec transfert de technologies aux Chinois. D'accord. Il faut dire que pour les Camerounais en revenu moyen, 3 millions de francs CFA pour le voyage aller-retour, l'hôtel et tout frais y compris, 6 millions pour les personnes un peu nantis mais qui seront déplacées en Chine par des berlines et voyageront en classe d'affaires. Il faut dire qu'en Afrique, il y a des cas d'école, à l'instar de l'Éthiopie. On se souvient il y a quelques années, quand on parlait de pays de misère en Afrique, on citait l'Éthiopie, le Kenya, mais aujourd'hui, un outil fabriqué en Chine, une semaine après, reproduit en Éthiopie. Actuellement, il y a plus de 1000 immeubles en construction en Éthiopie qui se construisent à l'aide des drones chinoises. C'est le cas au Ghana, c'est le cas, je vais également citer le Kenya. C'est la raison pour laquelle précisément tous les jours on est en train de dire que le logiciel que notre État utilise est un logiciel périmé. Vous voyez les autres pays, le Rwanda et autres là, ils se sont arrimés
il faut s'arrimer. C'est un état d'esprit. On ne peut pas gouverner aujourd'hui avec les méthodes d'hier. Ce n'est pas possible. Il faut se mettre, comme on dit, up to date. Up to date. Nous allons rebondir à l'actualité internationale qui a fait les choux gras de la presse. Il s'agit de l'actualité autour de Robert Mugabe, le patriarche africain, qui est finalement sorti par la petite porte selon des analyses avec le concours de notre technicien. Eh bien, nous allons vivre l'investiture d'Emerson Mnangagwa qui a finalement pris fonction en tant que président intérimaire 2 semaines après son éviction par le président Robert Mugabe. Moi, Robert Gabriel Mugabe, remets formellement ma démission de président de la République du Zimbabwe avec effet immédiat. J'ai choisi volontairement de démissionner et cette démission est motivée par mon désir d'assurer un transfert du pouvoir sans problème, pacifique et non violent, explique le leader historique du Zimbabwe dans sa lettre de démission. Près d'une semaine après le coup de force de l'armée provoqué par l'éviction de son vice-président Emerson Mnangagwa, ce dernier avait appelé à la destitution du président de la République. Bien qu'assigné à résidence surveillée, le chef de l'État le plus âgé de la planète, 93 ans, ne cachait pas son envie de rester au pouvoir. Alors que l'armée a pris dans le calme mercredi dernier à l'aube le contrôle des principaux points de la capitale, Mugabe était implicitement hors jeu. Son épouse Grace, dont les velléités de succéder à son mari sont à l'origine de la crise, était depuis lors invisible. Lors d'une réunion d'urgence dimanche soir, la direction de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, l'avait démis de ses fonctions de président et exclu de ses rangs son épouse Grace Mugabe, âgée de 51 ans. Il est accusé d'avoir autorisé sa femme à usurper des pouvoirs et de ne plus être en capacité physique d'assurer son rôle. Robert Gabriel Mugabe est l'unique chef d'État qu'ont connu les Zimbabwéens après le départ des colons britanniques en 1980. Parmi les actions à mettre à l'actif du patriarche africain Robert Mugabe, il y a l'expropriation des terres aux fermiers blancs et leur redistribution aux nationaux. Oh, help me God. C'est officiel. Emerson Mnangagwa est le successeur de Robert Mugabe à la tête du Zimbabwe. Devant des centaines de milliers de personnes, Emerson Mnangagwa a prêté serment ce vendredi à Harare comme président par intérim. Cette transition au Zimbabwe vient mettre terme à une longue semaine de turbulences politiques. L'investiture ce jour de Mnangagwa est un espoir pour le peuple zimbabwéen qui ne réclame qu'une nouvelle réforme politique et économique. Ancien ministre de la Défense et ancien vice-président du pays, Emerson a une parfaite connaissance de la gestion politique du Zimbabwe. L'homme crocodile prend ici la tête du parti, la ZANU-PF, pour une nouvelle réforme. Âgé de 75 ans, l'homme crocodile a 90 jours pour désigner un futur président de la République. Rappelons que l'immunité et la sécurité ont été accordées à Robert Mugabe s'il décide de rester au Zimbabwe, confirme une source proche des négociations qui ont débouché sur la démission de Robert Mugabe, alors âgé de 93 ans, après avoir été à la tête du pays pendant 37 années. Eh bien, Robert Mugabe a surpris tout le monde dimanche soir lorsqu'il a prononcé son discours. Tout le monde s'attendait à ce qu'il annonce sa démission, vu le contexte. Les ZANU-PF, le parti au pouvoir, a donc donné un ultimatum au chef de l'État en disant qu'il était appelé à quitter le pouvoir avant midi lundi, et il faut signaler que le Parlement devrait prendre les choses en main en lançant une procédure de destitution si jamais le président Mugabe ne démissionnait pas. Finalement, l'ultimatum a expiré sans nouvelles du chef de l'État. Alors, au regard de la chronologie des faits depuis la mise à l'écart du président Mugabe par l'armée, cette lettre de démission, certaines personnes estiment qu'elle n'émanerait pas de Robert Mugabe, parce que jusqu'ici on n'a pas entendu sa voix, on n'a pas vu une lettre signée de lui. Oui, c'est possible. Je crois que Robert Mugabe ne pouvait plus gouverner. Il était probablement dans l'incapacité de gouverner. Et
il gouvernait avec son épouse. Oui. Et son épouse a tout fait de faire le vide autour de lui, ce qui a rendu la situation plus difficile encore. Et ma foi, quand le coup d'État, parce que en fait c'était un coup d'État qui s'est préparé avec son assentiment, il fallait qu'il parte, il fallait donc qu'il démissionne. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que son épouse n'était pas à côté et il ne jurait que par elle. Donc à la fin, on a une lettre, mais on aurait pu avoir un discours de lui. Bon, on ne l'a pas eu, mais ce que je dois dire, c'est que tout le monde était d'accord. Les populations ont vu un espoir qui naissait. Parce que en réalité, c'est un homme, il est difficile de le détester. Oui. Parce que c'est un libérateur. Il a libéré, mais il n'a pas su se mettre au rendez-vous de l'histoire en donnant comme Mandela et les autres qui ont bâti des États aussi, mais qui il a été piégé par la boulimie du pouvoir. Voilà, je crois que cette femme est très très enivrante pour lui, n'est-ce pas, n'a pas fait que de bonnes choses. Elle n'est pas restée la maîtresse, l'épouse, la mère des enfants. Elle a voulu succéder à son mari. D'accord. Et c'est ça qui est le déclencheur. Et d'après le chef du groupe parlementaire du ZANU-PF, il estime que 80% de parlementaires seraient d'avis pour une motion de destitution. Et la destitution, justement, dans la motion, on peut lire que Kadhafi, je suis très nostalgique de lui, ça peut se comprendre, Mugabe ne pouvait plus diriger le pays au regard de son état physique. Il est aussi accusé d'avoir renoncer à son mandat constitutionnel au profit de son épouse Grace qui se permettait de déclarations sur le gouvernement. Elle le faisait en public. Il est également accusé de la chute sans précédent de l'économie ces 15 dernières années. Malgré cela, visiblement, il était soutenu par les siens. Monsieur Sambaka, j'aimerais vous demander, la chute de Robert Mugabe peut-elle être attribuée au matisme à l'égard de Grace Mugabe ou alors à l'excès de zèle de cette dernière? Non, je dois dire que gouverner, c'est prévoir. Oui. Ensuite, un homme comme lui qui a libéré son pays devrait s'actualiser. Alors, on ne reste pas au pouvoir longtemps. Oui. Vous voyez, le président Ahidjo même, on a traité de dictateur et il en était un. Après 17 ans, il a dit qu'il pensait déjà se partir. Et quelques années après, il est parti, il a pris sa retraite. Quitter la scène avant Il a quitté la scène. La même chose devrait se poser. Ce monsieur a donné un boom terrible à son économie à une période. Mais seulement, vous savez, les disques vinyles, on dit que ça va revenir, mais ça se raye très vite. D'accord. Vous comprenez? Donc, à un certain moment, il faut céder la place, il faut que quelqu'un d'autre continue. C'est pour ça qu'on fait des feuilles de route, c'est pour ça qu'on fait des plans quinquennaux, parce qu'on trace le cap, on a une vision jusqu'en 2035, on a une vision jusqu'en 2050, on fait des statistiques, et puis on prend une route, un chemin, et gouverner, ça use. D'accord. On a remarqué un certain lynchage médiatique venant des médias occidentaux vilipendant Robert Mugabe avec un champ lexical de l'horreur, Satan vieux dictateur. Y aurait-il de raisons historiques pour tirer à boulet rouge sur ce patriarche africain? C'est normal. Robert Mugabe n'a pas seulement libéré son pays, mais il était question que les Zimbabwéens puissent s'approprier d'un certain nombre de choses. Donc il y a eu la réforme agraire, ce qui n'a pas plu à beaucoup de gens, notamment aux Occidentaux, parce que savez-vous, les Occidentaux qui sont restés, c'est-à-dire les anciens colons, ils ne connaissent plus leur pays. Leur pays, c'est en Afrique. Donc ceux qui sont restés de l'autre côté bénéficient de tout ce qu'ils peuvent faire en territoire africain. Donc la réforme agraire a posé des problèmes et n'a pas été bien préparée parce que la relève, il faut la préparer. Il faut avoir les coups des franches pour qu'on puisse le faire. Mais dans le cas du Zimbabwe,
ça n'a pas tenu, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. C'est la raison pour laquelle on a connu cette dégringolade qui a été voulue par l'Occident. Parce que l'Occident ne l'a pas aidé à ce moment-là. Emerson Mnangagwa qui vient de prendre les rênes du pays en tant que président intérimaire jusqu'à la prochaine présidentielle en 2018. Il a cheminé aux côtés de Robert Mugabe avant et après le départ des colons britanniques. Que pouvez-vous attendre de lui? Il a aujourd'hui la tête de la ZANU-PF. Pas grand-chose. Pas grand-chose parce que précisément ce genre d'arrangement qui se produit n'a rien à voir avec les revendications populaires. Nous avons vu ça au Burkina Faso. Hein. Le Burkina Faso, c'est le peuple qui a enlevé Compaoré. Mais ce n'est plus le peuple qui a choisi ses dirigeants. Les dirigeants, on les a retrouvés dans le même sillage. Bon, ils ne seront pas la même chose, ils vont changer un tout petit peu. Mais seulement, l'Afrique a besoin d'un changement. L'Afrique a besoin de se reprendre en main. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il ne s'agit pas de calmer le jeu. Il s'agit de se responsabiliser et que les peuples africains se prennent en main. Avant de partir, je dis merci au président Sambaka qui a accepté de faire le déplacement, analyser, commenter les faits majeurs de la semaine sur Canal 2 International. Merci président Sambaka. C'est moi qui vous remercie. À vous téléspectateurs de Canal 2 International, je vous reviens dimanche prochain 9h sur les mêmes antennes avec le même plaisir, si plaît à Dieu. Bonne journée sur Canal 2 International.